Bonjour et bienvenue sur Cultination, où l'art de la culture est devenu une habitude matinale. Tu as bien lu le titre, je pense, non? Je vois ton petit sourire à des kilomètres. Avant, on va quand même mettre les choses au clair, histoire d'être bien informé. Nous voici donc sur un sujet un peu sensible, mais toutefois indispensable. Le chapitre IST. Sache déjà que le sigle a changé. Ce n'est plus MST qui voulait transmissible, mais IST, infection transmissible. Les infections transmissibles ou IST sont des infections dues à des bactéries, virus et parasites et transmises par voie. En France, leur fréquence est en augmentation, sauf pour le VIH dont le nombre annuel de découvertes de séropositivité est stable depuis 2007. Leur nombre est assez conséquent, mais nous allons parler des plus connus, ou plutôt ceux que nous devrions connaître avant de se lancer dans des relations intimes. Ce sont des infections pouvant être transmises lors des relations. Ça, tu le sais déjà. Il existe plus d'une trentaine d'IST. Il peut s'agir de virus, de bactéries ou encore de petits parasites. Brrr. Roulement de tambour, les 8 IST les plus fréquentes sont la syphilis, la gonorrhée, la chlamydiose et la trichomonase. 4 maladies bactériennes ou parasitaires qui, lorsqu'elles sont diagnostiquées, peuvent être guéries. Hep, j'ai vu le ouf passer dans ta tête. Et 4 autres virales, l'hépatite B, l'herpès génital, le VIH et le papillomavirus humain, VPH. Difficile ou impossible à guérir selon le type de virus. Les infections transmissibles se transmettent principalement par contact cutané. Évitons trop les détails quand même. Un grand nombre d'IST se transmettent malheureusement aussi de la mère à l'enfant pendant la grossesse et à l'accouchement. Ah, c'est bon, t'inquiète, on a fini cet aparté. On peut enfin commencer le vif du sujet. Installe-toi bien confortablement sur ta chaise car là, je suis sûr que ça va t'intéresser. Je vais te parler de 2 plans hum-hum qui ont marqué l'histoire. Alors attention, je démarre avec le couple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. D'un côté, nous avons Simone, femme de lettres française, auteure à succès, lauréate de l'illustre prix Goncourt. On la décrit comme étant féministe et elle donne naissance au mot genre avec sa formule « on ne naît pas femme, on le devient ». Chez Beauvoir, l'esprit et la beauté s'égalaient. D'autre part, nous avons Sartre, écrivain et philosophe engagé lui aussi, et également dramaturge, romancier, nouvelliste, mais encore essayiste. Tous deux, bien sûr, avaient des aventures bien avant de se connaître. En 1928, Jean-Paul était pourtant bien parti pour le mariage avec une jeune et belle lyonnaise, seulement il s'est pris le panneau stop lorsque ses parents ont fait la demande officielle. Et de là, la vie les a réunis par effet de circonstances. En effet, Madame de Beauvoir était amourachée de 2 personnes, dont Sartre. Mais l'autre prétendant, Jacques, s'étant marié, pour la jeune femme, il était bien entendu l'heure de changer de fil. Les 2 âmes sœurs se rencontrent donc très jeunes à la fin de leurs études. Ils préparent tous 2 leurs agrégations de philosophie à laquelle Sartre obtient la première place et Beauvoir la 2e. Et à ce moment-là, c'est le coup de foudre, ou plutôt, je devrais dire, le coup d'intellect. Jean-Paul surnomme Simone Castor, en référence à son nom à résonance très proche du même mot en anglais. Le duo se partage tout, réflexion, conception du monde, sentiments, sauf le toit. Vivre ensemble, ce n'est pas pour eux, surtout quand on définit un mode de vie des plus particuliers. Évolution, révolution et couple mythique. Dans leur relation, l'un n'empêche pas l'autre. Et quand je dis ça, je parle de leur tendance à vouloir voir ailleurs. Sartre et Beauvoir ont passé un pacte, stipulant que leur amour était nécessaire, mais n'interdisait pas les amours contingents. Eh ouais, tu l'as bien compris, ils ne veulent pas se caser. Naturellement, tout contrat contient des clauses. La leur est de ne jamais mentir et de ne rien dissimuler. Comme c'est beau l'amour. Les 2 se donnaient à cœur joie dans leurs escapades, chacun de leur côté, et se rencontraient pour discutailler sans filtre des détails. Un sacré tableau. De là même à finir au lit avec la même personne et tenez-vous bien, une élève de Beauvoir, 16 ans, mademoiselle Bianca Bienenfeld. Un peu jeune, n'est-ce pas? Et selon une historienne anglaise Hazel Rowley, Simone de Beauvoir des jeunes filles à défaut les séduit, puis les présente à Sartre qui avec, ou du moins essaie. Sartre, lui, a écrit des lettres à demi-copier-coller à Bianca et Wanda, 2 maîtresses qui s'ignoraient. Les anticonformistes continueront leur jeu amoureux jusqu'au décès de Jean-Paul Sartre en 1980, perte que Simone qualifiera de fataliste.
Et elle finira par s'éteindre 6 ans plus tard malheureusement. Alors, couple good ou bad? Dites-nous tout dans les commentaires. Allez les gars, une autre histoire pour la route. Notre deuxième n'en est pas moins complètement fou et figure aussi une des relations amoureuses tumultueusement célèbres. Alors assure-toi d'être bien à l'aise devant ton écran car voici l'histoire d'Henri et d'Henriette pour les intimes. Est-ce que le nom d'Henri IV te parle? L'édit de Nantes, trône de France et guerre de religion? Henri IV débutera son règne sur le beau royaume de France en 1594, enclin à de malheureux conflits entre les catholiques et protestants depuis 1562. Il signera le fameux édit de Nantes en 1598 pour assurer la stabilité du royaume. Une résolution pacifiste qui, quand on lisait bien, privilégiait quand même les catholiques. Mais ses compétences à diriger, c'est pas vraiment notre problème ici. Ce sont plutôt ses amours, et crois-moi, tu ne vas pas t'ennuyer. Notre cher Henri IV était connu pour ses nombreuses conquêtes, et ce n'est pas pour rien qu'il était surnommé le Vert Galant. Oui, ils avaient de l'imagination à cette époque. Henri. Son cœur avait bien trop d'amour à donner et souhaitait en recevoir bien plus. Le décès d'une de ses favorites, Gabrielle d'Estrées, lors de sa grossesse, plonge le roi dans une grande tristesse. La cour soucieuse de l'état d'âme de leur souverain propose à ce dernier une petite partie de chasse dans les environs de la demeure d'une beauté renommée. Bien sûr, tout était calculé, et Henri se laissa prendre dans les filets de la jeune théologienne Henriette d'Entragues. Un gros coup de cœur qui tombe à pic, étant donné que l'épouse du roi, la reine Marguerite de Valois, ne peut lui offrir d'enfant. Le père d'Henriette, lui, a bien compris et voit une occasion là de s'enrichir. 100 000 écus sera donc le prix de la vertu de leur fille chérie, avec promesse de la place de reine à condition de lui donner un fils. La famille d'Entragues exige encore plus de privilèges. Henri IV, épris de la belle promise, cède à tous les caprices. Résultat, le domaine de Verneuil acheté et un titre de marquise pour la favorite. Tout est bien qui finit bien. Oui, mais Henriette tombe enceinte mais accouche d'un mort-né en 1600 à cause de la méchante météo. Eh bien, la foudre a contrecarré ses plans de devenir reine dans la fleur de l'âge. 25 ans de moins que le roi, ce n'est pas rien. Henri IV, déçu, s'en va chercher une autre, Marie de Médicis, qui l'épouse. Les deux femmes lui donnent finalement des petits, que Henri aime voir d'ailleurs grandir ensemble. Et là, crépage de chignon garanti. C'est l'italienne contre la marquise de Verneuil. Les insultes fusent entre les deux prétendantes. On entend des boutanas, grosses banquières et des « je tiens le dauphin et pas toi ». Tandis que le roi, lui, laisse échapper que son bâtard est bien plus beau que son légitime. Dis donc Henri, vas-y rajoute de l'huile sur le feu. Eh oui, bâtard et légitime dans le même jardin. Je ne te dis pas, la jalousie courait dans tous les recoins du château. Toutefois, derrière le visage angélique de la jeune Henriette se cache une fougue dangereuse atteinte du syndrome très commun à cette époque, être reine à tout prix. Mesquinerie, complot et opportunisme, on se croirait dans une bonne vieille télé-réalité à la sauce royale. Henri IV découvre en 1602 que sa petite préférée et sa famille sont impliqués dans un fâcheux complot avec l'Espagna. Une conspiration visant à faire du fils d'Henriette l'héritier au trône. À ce moment-là, Henriette, menacée de mort, se précipite vers un Henri accablé pour s'excuser. Envoûté, si ce n'est pas hypnotisé, le roi cède encore une fois et pardonne les bêtises d'Henriette. À ce moment-là, elle retourne donc vivre auprès du roi jusqu'en 1609. En 1610, Henri IV meurt dans son carrosse par un certain Ravaillac. De là, est-ce peut-être la revanche d'Henriette du fait de ne l'avoir jamais sacrée reine de France? À voir. Bon alors, quel camp as-tu choisi? Henri et Henriette ou bien Sartre et Beauvoir? J'ai hâte de lire ton avis dans les commentaires, cher Cultinote. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé et abonne-toi en activant la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt chez Cultination.